Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être le point lecture pour mes lectures du mois de mars. Je m'excuse d'avance pour la luminosité. Aujourd'hui il fait moche et de temps en temps il y a un petit rayon de soleil qui fait que ça m'illumine le visage. Bref, je suis vraiment désolée s'il y a voilà, ces éclats de lumière. On va pas se plaindre qu'il y ait du soleil alors qu'il fait moche, mais voilà. ça a quelques conséquences sur la lumière de la vidéo. Bref, passons. Pour ce mois de mars, j'ai lu 6 romans et 2 graphiques. Sur les 6 romans, je ne vais vous en présenter que 5, puisqu'il y en a un que j'ai lu, qui est en fait un roman en cours d'écriture par une amie, qui est en train d'écrire un roman de fantasy. Et donc, j'ai fait une lecture de ce roman pour lui donner un petit peu mon avis. Je n'hésiterai pas, bien sûr, à venir vous en reparler lorsqu'elle décidera de l'auto-éditer, puisque je pense que c'est ce qu'elle souhaite faire. Bref, je vais donc vous présenter 5 romans, et en fin de vidéo, je vais vous parler rapidement de 2 graphiques que j'ai lus pendant ce mois. Je ne suis pas une spécialiste du graphique, vous le savez, donc ça ira assez vite. Et voilà, je le mets en fin de vidéo pour ceux qui ne sont pas intéressés. Vous pourrez comme ça zapper assez facilement. Sachant bien évidemment que je mets en barre d'infos comme d'habitude les timelines pour que vous puissiez switcher là où ça vous intéresse de façon plus rapide. Donc le premier roman que je vais vous présenter, c'est comme d'habitude celui que j'ai le moins aimé, et on va aller vers ce que j'ai préféré durant ce mois. Et d'ailleurs je l'ai tellement pas aimé que je l'ai abandonné au bout de 40 pages. C'est un roman que j'ai gagné pendant l'annonce du vainqueur du PLIP 2021 qui a eu lieu aux Imaginales l'année dernière. Donc il y avait une petite cérémonie et on pouvait mettre notre nom dans une petite urne pour participer à un tirage au sort et gagner quelques cadeaux qui étaient des livres bien évidemment. Et j'ai gagné Faith de Angie L. Derricker aux éditions Sharon Kenna. Vous voyez à la couverture quel genre de livre c'est. C'est bien sûr une romance. Vous savez sans doute ou pas, bref, que je ne lis pas de romance. C'est un genre que je n'apprécie pas particulièrement. Et ben ce roman m'a confirmé que c'était vraiment pas un genre pour moi, puisque au bout de 40 pages, ça m'a exaspérée. Et du coup, j'ai refermé le bouquin et j'ai dit, voilà, je m'arrête là. On est dans une histoire où on suit une peintre qui est en perte d'inspiration. Et elle a une maladie dont on ne sait pas, enfin les médecins ne savent pas ce qu'elle a exactement, ce qui lui provoque des pertes de connaissances, des choses comme ça. Elle va se retrouver à une soirée avec une amie où elle va rencontrer un acteur qui est un des acteurs sur lequel elle flashait quand elle était ado. Voilà. Vous vous doutez bien de où va nous mener tout ça, c'est une romance, donc il n'y a pas trop de suspense. Mais vraiment, je ne peux pas juger de la qualité de ce roman, puisque, comme je vous le disais, c'est vraiment le genre qui me dérange. Donc voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'était pas pour moi, du coup, je l'ai abandonné. Le roman que je vais vous présenter maintenant, c'est un roman que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. Il faisait partie des 25 finalistes. Et du coup, il fait partie des 18 sur les 25 que j'ai lus. Ce n'est autre que Citadin de demain de Claire Duvivier, qui est le tome 1 de la saga Capitale du Nord. Vous savez, c'est cette série qui est intitulée La Tour de Garde et qui regroupe 2 trilogies. Une trilogie qui s'intitule Capitale du Nord, écrite par Guillaume Chamanadjian, et la trilogie, non, Capitale du Sud, pardon, et la trilogie Capitale du Nord est écrite par Claire Duvivier. Voilà. J'ai lu le premier tome de la trilogie Capitale du Sud, donc de Guillaume Chamanadjian, que j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé un petit peu lent et je m'étais pas particulièrement attachée au personnage. Ça m'avait quand même donné envie de connaître la suite, donc certainement je continuerai avec le tome 2 pour lui donner une chance. Ici, j'ai préféré ce roman au tome 1 de Guillaume Chamanadjian. Donc là, on suit Amalia, Jonas et Irion, qui sont 3 jeunes adolescents qui ont 17-18 ans, je ne sais plus exactement. Et Irion et Amalia sont nés de l'aristocratie. Jonas, lui, est plutôt bas de l'échelle, pas le plus bas, mais quand même. Et ces 3 jeunes vont recevoir une éducation un petit peu particulière, en marche par rapport aux autres enfants de la ville.
Et on apprend plus tard pourquoi Jonas a été pris en charge du coup en même temps que les deux jeunes aristocrates. Et du coup, cette éducation va faire qu'ils vont avoir des réactions un petit peu différentes par rapport aux autres enfants. Irion va découvrir des objets un petit peu étranges et il va se rendre compte que ces objets sont un petit peu magiques. Et ça va pas être de la magie très sympathique. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai beaucoup aimé ces personnages, contrairement à au tome 1 de Capitale du Sud. Je les ai trouvés vachement plus intéressants. C'est pas très beau de dire vachement, mais voilà. Je les ai trouvés beaucoup plus intéressants, beaucoup plus surprenants, enfin étonnants dans leurs réactions, comme je vous disais, qui font écho à leur éducation. Qui ne sont pas la même en fonction des trois personnages. Pourtant, eux, ils ont eu la même éducation, mais même entre eux, la vision des choses est un petit peu différente. Il y a un petit peu... ils ont une espèce de froideur, enfin... Ils n'appréhendent pas les choses de la même manière. C'était vraiment intéressant, moi j'ai trouvé, de ce côté-là. Il y a donc cette espèce de suspense par rapport aux objets magiques qu'a trouvé Irion. Et ça monte vraiment crescendo, mais vraiment doucement. C'est-à-dire qu'on voit pas grand-chose venir, en fait. Tout doucement, ça monte. Et à la fin, alors, ça finit en apothéose, une fin qui vous donne clairement envie de lire la suite. Là, pour le coup, c'est clair et net. Dès qu'elle va sortir, je vais me ruer dessus parce que... Mais c'est quand même un effet fin, hein, parce que tout le roman, même si je l'ai bien aimé... j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais vraiment il y a toute la dernière partie que j'ai trouvé très intéressante et que j'ai trouvé flippante et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est un roman dont je lirai la suite. Celui que je vous présente après, c'est un tome 3 d'une saga que j'ai attaquée en lecture commune avec Stéphanie de la chaîne Chronique de Lully. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. C'est une saga que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Stéphanie aussi, d'ailleurs. On l'apprécie toutes les deux. On a décidé de la lire ensemble toutes les deux jusqu'au bout. Donc, il nous restera encore un tome, puisque ça, c'est le tome 3. Je vais donc pas trop vous en parler. C'est le tome 3 de la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair qui s'intitule Rêve de feu. C'est aux éditions Bookmark dans leur collection Infinity Onirique. C'est une saga dans laquelle on suit, comment s'appelle-t-elle déjà, Olenna, qui est la Tatuma pas Glacium, comment s'appelle son peuple, Ozolis, voilà, qui est en fait un royaume qui vit dans une chaleur extrême. Leur voisin proche, c'est le royaume de Glacium, qui eux vivent dans une terre très très froide. Voilà. Les deux royaumes sont plutôt complémentaires et du coup ils se sont contraints à une paix et tous les je sais plus combien il y a une délégation qui va soit d'un côté soit de l'autre pour maintenir cette paix. Donc au début du tome 1, la délégation de Glacium se rend sur Ozolis pour y rencontrer la Tatum qui est la reine en fait du royaume, hein, enfin la dirigeante, et Ozolis c'est sa fille, donc c'est la Tatuma, c'est celle qui est censée régner à sa place après sa mort. Sauf que Olenna a quelque chose d'un petit peu étrange, elle porte un voile depuis sa naissance, personne n'a vu son visage, c'est un voile que sa mère lui contraint de porter tout le temps, même elle ne connaît pas les traits de son visage, et voilà. Elle va pas à la fin du tome 1, je ne vais pas vous spoiler, mais l'événement déclencheur du tome 1 va obliger Olenna à quitter Ozolis. Je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup Olenna. Elle a une évolution de... C'est une jeune fille en fait qui a pas mal de caractère, qui a été forgée par la façon dont elle a été élevée, vraiment de façon très dure. Et du coup, on voit aussi bien les failles dues à cette éducation, du moins dans les premiers tomes, que son caractère fort. Elle évolue quand même beaucoup.
tout au long des 3 tomes. Hein. Elle va rencontrer tout un tas de personnages, il y en a que j'ai adoré. Alors mon tome préféré c'est encore le 2. Celui-ci est un poil en dessous je trouve, du 1 et du 2. Le 2 reste donc comme je vous disais mon préféré. On y croise des personnages fabuleux que j'ai adoré suivre, auxquels je me suis vraiment vraiment attachée. Qu'on retrouve un petit peu dans celui-ci. Malheureusement, je pense que, comme le dit Stéphanie, je suis un peu du même avis. Même si l'autrice fait de nombreux rappels, en fait, on l'a lu trop longtemps après le tome 2. Et ce qui fait que cet attachement qu'on avait eu auprès de certains personnages a été un petit peu... Ben, on l'a perdu, en fait. Et comme là, on le reprend pas, hein. Enfin, bien sûr, il aurait fallu relire le tome 2 peut-être avant. On a perdu un petit peu cet attachement et du coup, ben, ça a perdu un petit peu de son émotion, on va dire. J'ai bien aimé, j'aime bien la façon dont évolue l'histoire, j'aime bien ce que fait l'autrice, ce qu'elle en fait. Il y a encore plein de questions en suspens. Il y a encore plein d'événements à venir, enfin on sent qu'il y a encore beaucoup de choses. Olina a vraiment pris ses responsabilités, elle est vraiment très intéressante, moi je trouve, hein, c'est vraiment mon avis à moi, parce que Stéphanie a un avis légèrement différent. Par contre, le roi de Glacium, c'est vraiment un personnage que je ne supporte pas. Il me dérange vraiment, son caractère me dérange vraiment. Je vais pas trop vous en dire parce qu'il faut découvrir cette saga malgré ce petit point sur ce personnage. J'adore la saga, j'adore l'écriture de l'autrice et je vous la recommande parce que c'est vraiment vraiment sympa comme saga fantasy. Le roman dont je vais vous parler maintenant, je l'ai adoré. Il m'a fait ressentir tout un panel d'émotions et il faut dire que c'est parce que aussi le sujet me touche personnellement. Ce roman, c'est Stay Gold de Toby Mac Smith aux éditions PKJ. On va y suivre Polly, qui est un jeune élève trans qui a récemment déménagé et qui donc s'installe dans une nouvelle ville, nouveau lycée, et il décide de ne pas parler de sa transidentité à ses camarades. Voilà, il a une mauvaise expérience dans son lycée précédent. Il aimerait une vie vivre comme les autres et voilà, ne pas avoir à être le sujet des discussions en parlant de sa transidentité. Il va rencontrer la jeune Georgia qui n'est autre qu'une pom-pom girl de renom dans le lycée et il va se nouer d'amitié et peut-être un peu plus avec Georgia. Voilà, vous vous doutez bien que tout ça va provoquer des problèmes. et j'ai adoré Pony. Et j'ai adoré Pony parce que j'ai particulièrement apprécié être dans sa tête et comprendre ce que peut ressentir ce jeune garçon et ses aspirations et ses doutes et en même temps son lui profond. Et voilà, j'ai adoré suivre son histoire. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, mais et même pas du tout, hein, on va dire. Je suis d'ailleurs passée par toute une palette d'émotions négatives, hein, colère, frustration, enfin, c'est tellement révoltant parfois de voir de la réaction des gens. Et à côté de ça, j'ai vu ce jeune Pony se battre pour ce qu'il est vraiment, le courage qu'il lui faut, l'espoir que ça peut donner et même si effectivement c'est justement hein, c'est un livre qui est fait pour donner de l'espoir, donc je voudrais pas vous spoiler parce que j'ai envie de dire des choses mais je peux pas. Mais voilà, en fait, même encore en parlant là, je suis toute retournée parce que vraiment
j'ai été touchée par cette histoire et surtout par Pony et c'était trop bien et je me suis régalée à lire ce roman et je vous le recommande à 1000%, il était génial. Ouais, je suis désolée, j'ai pas de mots pour parler de ce livre tellement il m'a émue. Je passe à ma dernière lecture du mois de mars, qui est une toute autre lecture que j'ai lue en lecture commune. Oui, avec Jérôme de GG Booking sur Insta. On s'est régalé. C'est une lecture que... C'est un tome 2. J'avais adoré déjà le tome 1 et le tome 2 est dans la continuité. Ce n'est autre que le retour du Hiérophante, qui est le tome 2 des Maîtres Enlumineurs, par Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous renvoie à mon point lecture dans lequel je vous parle de ce tome 1 que j'avais absolument adoré. C'est toujours la même chose dans celui-ci, c'est plein de rebondissements, la magie est toujours aussi étonnante, même si on ne comprend pas tout, on se régale à la découvrir. Les personnages, je les adore. On en retrouve certains du tome 1 dont qu'on n'espérait plus revoir. Et pourtant on les retrouve. Et on a des révélations où on reste sur les fesses, hein, parce que, enfin moi en tout cas, clairement il y a des choses que je n'ai pas vu venir. C'est une aventure folle où il y a les idées qui fusent, les plans qui échouent, les rebondissements, enfin voilà, on s'ennuie vraiment pas, ça va à 100 à l'heure. C'est pas essoufflant. Vous savez, des fois, on a des livres comme ça qui vont à 100 à l'heure et on se dit on n'a pas le temps de reprendre notre souffle. C'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. C'est au contraire tellement imaginatif, tellement animé que franchement, on ne voit pas passer le moment. On se régale tout le long. J'ai adoré l'équipe de Sancia avec... donc, je vous ai pas parlé de l'histoire, mais magnifique. Donc, dans le tome 1, on suit Sancia, qui est une jeune voleuse et qui a comme contrat de voler un objet un petit peu particulier qui est caché dans une boîte. Elle a bien sûr comme consigne de ne surtout pas ouvrir cette boîte, mais elle va être poursuivie par d'étranges personnes qui semblent avoir envie de récupérer cet objet. Elle va donc regarder ce que c'est et c'est là que les ennuis commencent. Donc, j'ai adoré l'équipe de Sancia, ils sont vraiment originaux, ils ont tous leur caractère, ils ont tous leur façon de parler, leur façon de réfléchir, et à eux tous, comme je vous disais, les idées fusent et les plans, ils m'ont de mettre sur pied des tas de plans qui tombent à l'eau, ils font du plan B qui n'existait pas, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. Franchement, j'ai adoré ce roman et je vous conseille cette saga parce que elle est vraiment super. Le tome 3 a été annoncé, c'était pas certaine, si, a été annoncé, mais je sais plus pour quelle date, en tout cas, il va sortir et c'est ça qui est génial parce que cette saga est vraiment géniale. Voilà donc pour les romans que je voulais vous présenter. On va donc passer rapidement sur les deux graphiques dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un comics que j'avais acheté suite... Enfin non, on me l'a offert à Noël. Je l'avais mis sur ma wishlist suite à un conseil donné par Mister Cabric d'Orient, qui m'avait conseillé celui-ci pour démarrer dans les comics parce qu'il ne nécessite pas de connaître tout l'univers. Donc j'ai lu Spider-Gwen, Gwen Stacy de Jason Latour et Robbie Rodriguez aux éditions Panini Comics. Je pense que le comics n'est pas fait pour moi. Voilà, alors c'est pas que l'histoire m'a pas plu, l'histoire était intéressante, c'était sympa de découvrir Spider-Gwen, parce que c'est vraiment une facette de l'histoire justement que je ne connaissais pas du tout, hein. Moi je connais le Spider-Man tout absolument classique, et du coup c'était vraiment sympa de voir cet univers parallèle avec Gwen Stacy à la place de Peter Parker. Et voilà, c'était vraiment très original. Et moi, enfin pour moi, hein, bien sûr. Et l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, le style graphique... alors là, il y a deux auteurs graphiques. Donc il y en a un que j'ai plutôt aimé.
Hein, avec, alors attendez, je vais essayer de vous trouver une planche sympa, voilà. Qui ne spoile pas, de préférence. Voilà, la première, hein, comme ça au moins, voilà. Donc là, voilà, le style graphique m'a bien plu. Ça, c'était sympa. Et puis, on a un autre style graphique. Bon, il est beaucoup moins souvent présent dans l'intégrale, parce qu'en fait, c'est une intégrale, c'est pour ça. Hein, donc, tout simplement, c'est au moment où je vous en parle que je n'en trouve pas. Tu te moques de moi? Voilà, avec un style vraiment complètement différent. Et là, que j'ai beaucoup moins aimé. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est que je pense que je ne sais pas lire ce genre de roman graphique. Parce que par moment, j'avais par exemple du mal, il y a des flashbacks. Et j'avais du mal à comprendre à quel moment commençait le flashback, à quel moment il se terminait. Et du coup, ben, ça me perturbait dans l'histoire, ça me coupait et je comprenais plus où j'en étais. Vous voyez un petit peu le genre? Donc vraiment, je pense que c'est moi qui ai du mal avec le genre. Et du coup, ben, je peux pas dire que ce soit une mauvaise lecture, hein, puisque j'ai apprécié l'histoire. Mais je pense pas que je relirai de comics tout de suite, en tout cas. Et le dernier, c'est un roman graphique également. C'est Transition d'Élodie Durand aux éditions Delcourt Mirage. C'est le journal d'Anne Marbeau. En fait, c'est tiré de l'expérience de vie de Anne Marbeau. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, hein, je ne suis pas certaine. Qui explique comment elle a vécu l'annonce, le coming out de son fils, qui lui a donc annoncé sa transidentité. Donc son fils est né fille et en fait est un garçon au plus profond de lui. Donc voilà, on suit Anne qui fait le cheminement pour accepter son fils tel qu'il est. C'est une BD qui m'a beaucoup émue, enfin une BD, un roman graphique. J'ai pas particulièrement aimé le graphique, voilà, vous voyez un petit peu. C'est pas trop ma came, c'est vraiment le thème de toute façon qui m'intéressait, donc c'est pour ça que je me la suis procurée. Mais voilà, le style graphique, c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais voilà, l'histoire en elle-même, le cheminement de cette maman m'a vraiment m'a touchée. Voilà, on peut pas dire. Alors je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde. Je sais que il y a une grosse partie où justement cette maman refuse d'accepter son fils tel qu'il est et donc qui peut mettre mal à l'aise, qui peut ne pas être compris. Donc je peux comprendre que ce roman graphique n'est pas toujours plu. Moi, le cheminement de Anne m'a touchée et dans sa vérité, vous voyez ce que je veux dire? Elle se donne pas d'excuses, elle se donne pas de faux semblants, elle a vraiment pensé ça, elle a vraiment ressenti ça. Et même si aujourd'hui tout ça est derrière elle, et même si elle sait que tout ça a fait beaucoup de mal à son fils, ben elle peut pas, elle l'a vécu, donc elle peut pas le renier, elle peut pas faire comme si ça s'était pas passé, ça s'est passé, elle l'a vécu comme ça, malheureusement. Et voilà, j'ai trouvé pour ça cette BD, ce roman graphique, vraiment très intéressant et plutôt émouvant. Voilà. C'en est tout pour ce point lecture du mois de mars. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire, comme d'habitude, les romans que vous avez lus, qui vous tentent, ce que vous avez lu, vous, en mars aussi. N'hésitez pas à venir discuter en barre d'infos ou sur Instagram, comme d'habitude. Je vous rappelle, mon Instagram, c'est le coin lecture de Galaé, tout attaché. Il n'y a vraiment pas rien de compliqué. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!